Khair alaikum, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission Face au plateau d'Alterna TV. Aujourd'hui, on se pose la question sur le droit international. Est-ce qu'il est enterré sous les bombes alors que les conflits armés se multiplient et que les agressions militaires se banalisent? Une question fondamentale s'impose. Le droit international a-t-il encore un sens face à la loi du plus fort? Dans un texte récent publié dans le monde diplomatique, Houari Addi, sociologue connu, mobilise la pensée d'Emmanuel Kant pour éclairer le désordre international actuel. Il rappelle que contrairement donc, aux sociétés nationales régies par le droit, le système international demeure sans véritable autorité supérieure, laissant les États évoluer dans une forme d'anarchie où la puissance tend à supplanter la justice. Notre invité, je vous le disais, le sociologue reconnu Houari Addi, chercheur notamment associé à Triangle, l'école normale supérieure de Lyon, et professeur invité à l'université de Maryland, le comté de Baltimore aux États-Unis. Donc, il reviendra sur cette lecture du monde contemporain, les limites du droit international et ce que ces évolutions signifient pour les peuples du monde. Une discussion pour comprendre donc si le droit international peut encore encadrer les relations entre les États ou s'il est désormais submergé par la logique des bombes. Bonsoir à tous et bienvenue à tous à cette émission. Merci, professeur Addi, d'avoir accepté l'invitation de Alterna TV. C'est toujours instructif, agréable de vous recevoir sur notre plateau. Merci Rabah, merci Lies, merci pour cette invitation. Bonsoir nos compatriotes au pays, Azul Flaoun, et ça me fait plaisir d'intervenir dans votre émission qui est devenue maintenant, qui fait partie du paysage médiatique algérien et je crois même au-delà. Merci beaucoup, professeur. Dans votre texte intitulé Le monde de vue de Königsberg, vous confrontez l'idéal kantien de paix au réel, donc la réalité d'aujourd'hui. Donc vous, évidemment, vous parlez du projet de paix perpétuelle, l'essai de Emmanuel Kant. Peut-on dire aujourd'hui, professeur, que le droit international a perdu toute capacité à réguler les rapports entre les États quand on voit ce qui se passe actuellement sous nos yeux, notamment en Iran? Alors, votre question est au cœur de l'actualité, elle est très pertinente. Et si vous permettez, vous me donnez 5 ou 10 minutes pour expliquer ce que c'est le droit international. Et une fois expliqué ce que c'est que le droit international, nous allons comprendre un certain nombre de contradictions et la situation mondiale et les conflits qui existent. Alors, Emmanuel Kant m'a intéressé sur cette question parce qu'il avait écrit à la fin du XVIIIe siècle un livre, un petit livre, facile à lire, Projet d'une paix perpétuelle. Et il a jeté les fondements d'un droit international et on peut dire même qu'il est le précurseur de l'ONU. Il avait appelé à la création d'une société des nations qui serait garante de la paix entre les États. Pourquoi cette organisation? Parce que, comme vous l'avez dit, Rabah, la scène mondiale, la scène internationale se trouve dans un état d'anarchie. Alors, les politistes ou les politologues de relations internationales utilisent ce mot anarchie dans le sens où il n'y a pas d'autorité supérieure aux États. Les États ne reconnaissent aucune autorité supérieure aux leurs. Alors, pour bien comprendre cette situation, permettez-moi de faire la comparaison avec le droit national. Et ensuite, on expliquera, enfin, on comprendra pourquoi le droit international n'est pas contraignant comme le droit national. Bon, le droit national, il y a des lois
ce sont des lois contraignantes, c'est-à-dire que si je viole une loi en Algérie, eh bien, je serai poursuivi par la puissance publique. Mhm. Et ce schéma, c'est celui de l'État-nation qui a le monopole de l'exercice de la violence légale. L'État a une autorité non contestable sur ses citoyens. Je ne peux pas dire, je ne reconnais pas cette loi. Je ne peux pas, en tant que citoyen. Voyez-vous, ça c'est le droit national. Le droit international est différent parce que ce sont des lois, ce sont plutôt des traités, des accords, mais qui ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que les États signent entre eux des traités, mais ils peuvent se retirer de ces traités. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils signent ces traités? Ils les signent parce que c'est dans leurs intérêts, voyez-vous. Mais ces traités ne sont pas contraignants. Donc, un État, il signe un traité de paix avec un autre État, mais s'il estime que le rapport de force est en sa faveur, il dénonce ce traité et il fait la guerre à l'État voisin. Voyez-vous, il n'y a pas d'autorité supérieure à l'État. Et donc le droit international, c'est un ensemble de textes auxquels adhèrent les États signataires parce qu'ils trouvent intérêt. Mais s'il y a un État puissant et un État faible, l'État puissant ne va pas signer un traité avec lui parce que il va être tenté d'envahir, de faire la guerre à ce pays. La scène mondiale, la scène internationale est régulée par le rapport de force. Alors, laissez-moi vous dire juste quelques mots sur l'ONU pour qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient. Pour la première fois, donc, après la Seconde Guerre mondiale, les États ou les dirigeants et les peuples ayant pris conscience que avec les guerres, la civilisation peut s'autodétruire, eh bien, pour la première fois, il y a eu un texte signé par une majorité d'États qui interdit la guerre. La guerre est interdite dans le cadre des traités de l'ONU. Mais les pays ne sont pas obligés d'adhérer à l'ONU. Par exemple, l'Algérie est membre de l'ONU, mais l'Algérie, elle peut se retirer de l'ONU. Elle peut se retirer. Alors, l'ONU a interdit les guerres entre États. Je vais prendre un exemple. L'Irak a envahi le Koweït en 92. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui a demandé à l'Irak de se retirer. L'Irak ne voulait pas se retirer. Eh bien, l'ONU, ou plutôt les États-Unis, mais sous l'égide de l'ONU, ont réuni une coalition internationale qui a libéré le Koweït. Et c'était l'ONU qui avait mais ça veut dire que le droit international, professeur Addi, il a déjà été contraignant. Vous citez vous-même le cas de l'invasion. Alors, oui, mais j'en arrive. L'ONU, dans le Conseil de sécurité, qui se compose de 15 membres, mais il y a 5 membres qui sont permanents et qui ont un droit de veto. Et ce droit de veto, il permet à ces 5 puissances de faire la guerre sans qu'il y ait une résolution au Conseil de sécurité qui les condamnerait. C'est ainsi que la Russie a envahi l'Ukraine pour des raisons que je ne conteste pas. Elle a demandé à ce que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN. La Russie a pensé que si l'Ukraine est membre de l'OTAN, c'est une menace pour la Russie. Ils ont envahi l'Ukraine. Et alors, pourquoi l'ONU ne peut pas réunir une coalition internationale pour s'opposer à l'invasion d'Ukraine? Eh bien, parce que la Russie a un droit de veto. Voyez-vous? Et donc, il y a 5 pays
5 puissances qui peuvent faire la guerre quand ils veulent. Et aujourd'hui, ou depuis les années 50, c'est surtout les Américains qui agressent des pays, qui attaquent des pays, sans que l'ONU ne puisse rien faire. Ce qui met à l'ordre du jour la réforme de l'ONU. L'ONU aujourd'hui est incapable de garantir la paix mondiale. Et ce qui garantit la paix mondiale, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Je vais venir à ce conflit actuel. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de demander à l'Iran de signer un accord de cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que l'Iran a montré une capacité de se défendre. L'Iran a détruit des bases américaines dans le Golfe. L'Iran est en train de mettre en danger l'existence même d'Israël. Et aussi bien Netanyahou que Trump, ils essaient par tous les moyens d'arrêter cette guerre, mais ils sont dans une impasse parce qu'ils ne veulent pas apparaître comme ayant été vaincus par l'Iran. Est-ce que vous vous imaginez qu'hier ou avant-hier, Netanyahou a demandé à ce que le droit international protège les civils qui sont bombardés par l'Iran? Est-ce que vous vous rendez compte? Lui qui a assassiné des milliers de gens à Gaza, pourquoi il ne s'est pas rappelé le droit international? Donc, le droit international n'est respecté que à l'ombre d'un rapport de force. Et je vais terminer par cet exemple. L'Algérie n'a pas obtenu son indépendance par le droit international, ou plutôt, elle l'a obtenue par le droit international, et c'est l'ALN qui a imposé à la France coloniale le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, s'il n'y a pas un rapport de force, et d'ailleurs, si nous étions en 1954 1 million d'habitants, nous n'aurions jamais eu l'indépendance. Parce que le rapport de force n'aurait pas été en notre faveur. Comme aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens, ils font appel au droit international. Mais comme ils ne sont pas nombreux, le droit international ne les protège pas, ne leur permet pas d'avoir un État. Voyez-vous? Donc, il ne faudrait pas être naïf. Le droit international, c'est bien, mais il faut avoir le bâton pour le faire respecter. Elias. Bienvenue, cher monsieur Hadib, sur Alternative. Ma question, en fait, votre réponse, Smahli, je la trouve un peu, apocalyptique, un peu, mais j'ai l'impression que j'ai écouté tout à l'heure, ce matin, sur RTL, Dominique de Villepin, qui tirait à boulet rouge sur les États-Unis et qui disait que finalement, c'est l'impuissance d'une puissance. C'est une puissance mal calculée. Et du coup, ce qui va arrêter les États-Unis, certes, peut-être aussi, c'est l'intérieur. C'est l'équation économique qui va arrêter les Américains pour une raison très simple. Cette guerre leur coûte 40 milliards de dollars, à raison de 20 000 dollars par jour et par soldat. C'est le conflit le plus coûteux au monde jusqu'à maintenant. Mais en vous écoutant, cher monsieur Hadi, est-ce qu'il faut-il se résigner à admettre que désormais, ce que vous venez de dire, le rapport de force fait office de loi? Et finalement, c'est la fureur qui prend le dessus sur la raison. Est-ce qu'il faut continuer à dire, malgré tout, il faut s'accrocher, notre boussole reste le droit international pour ne pas laisser passer ce permis d'opprimer à ceux surtout qui ont le monopole de la puissance à opprimer à tout va? Je crois que je me suis pas fait bien comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, les États-Unis, Trump, il veut arrêter. Le rapport de force est en faveur des Iraniens. Et c'est pour ça qu'il veut arrêter. Si le rapport de force n'était pas en faveur des Iraniens,
il n'aurait pas demandé, il leur donne tout le temps des délais, arrêtés, je vous donne encore 48 heures, c'est juste pour leur faire peur. Mais il est dans l'impasse. C'est dans cette guerre, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, c'est l'Iran qui est vainqueur. Et l'Iran, dans ce conflit, a deux atouts. L'Iran a l'atout du détroit d'Ormuz, parce que en bloquant ce détroit, et dans une semaine ou 15 jours, lorsque les réserves stratégiques qui ont été mobilisées pour que le prix de pétrole ne flambe pas, lorsque ces réserves stratégiques seront épuisées, le prix de pétrole atteindra $200. Et $200, l'économie européenne et aussi américaine ne peut pas. Donc, ça c'est le premier atout. Répondez-vous à ceux qui disent que le détroit d'Ormuz n'affecte pas les États-Unis, parce que son premier producteur de pétrole, en revanche, ça affecte les alliés, parce qu'au contraire, peut-être… C'est une très bonne question, Lies. C'est une très bonne question. Mais vous savez que c'est vrai que les États-Unis sont un très grand producteur de pétrole et de gaz. Mais lorsque le prix de pétrole en Allemagne, il est de $200, les compagnies du Texas ne peuvent pas le vendre à $100. Tout à fait. Ouais. C'est le marché qui fixe le prix de pétrole. Et le prix de pétrole, il est mondial. Voyez-vous? Et d'ailleurs, Trump, il l'a dit, cette guerre, elle nous enrichit, nous avons suffisamment. Oui, elle enrichit les compagnies pétrolières américaines, mais elle appauvrit les consommateurs américains. Les compagnies au Texas, ils vont pas vendre leur pétrole aux Américains à un prix de $50. Ils vont le vendre à $200. Voyez-vous, il y a un seul prix mondial Alors, donc, je disais, le premier atout de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Et avec le détroit d'Ormuz, elle peut mettre l'économie américaine en très grande difficulté. Pour plusieurs raisons. Le deuxième atout qu'a l'Iran, c'est que, à brève échéance, les Israéliens, ils vont lever le drapeau blanc. 60% de la population israélienne vit à Tel Aviv et à Haïfa. Et Haïfa et Tel Aviv, ils sont quotidiennement sous les bombes en provenance. Et Netanyahou, il a menti aux Israéliens. Il leur a dit la guerre avec l'Iran, ça va être une semaine et on va les éliminer. Et les Israéliens, ils se rendent compte qu'ils sont au 33e jour. 36. Ou 36. Et je vais vous dire une chose, les Israéliens ne donnent pas le nombre de victimes. On ne sait pas combien. On imagine, je suppose qu'il y a des centaines de morts du côté israélien. Donc il va y avoir un moment où Israël va demander un cessez-le-feu, une fin de la guerre aux conditions de l'Iran. Parce que Israël, c'est un petit pays. Israël ne peut faire la guerre que pendant 15 jours ou 20 jours au maximum. L'économie d'Israël est en ruine. Ils ne s'attendaient pas à une telle riposte de la part de l'Iran. C'est pour ça que je vous dis, Netanyahou est en train d'appeler au droit international. Pourquoi? Parce que le droit international n'est respecté que s'il y a le rapport de force. Et l'Iran a imposé un rapport de force. Et l'Iran, jusqu'à ce jour, parce que, si vous voulez, l'Iran est vainqueur si jamais le régime, il est en place. Et les États-Unis et Israël ne sont vainqueurs que si l'Iran est détruit. Donc, le niveau de la victoire des deux côtés n'est pas le même. Il suffit à l'Iran de résister pour être vainqueur. Et les Américains et les Israéliens, ils vont accepter les conditions de l'Iran. Parce que Israël, j'ai remarqué quelque chose comme vous, je suis ça quotidiennement.
Trump ne parle pas d'Israël pour la fin de la guerre. Il ne parle que du détroit d'Ormuz. Et les Israéliens, ils ont une peur bleue que Trump accepte un cessez-le-feu avec l'Iran et il les laisse. Ils ont une peur bleue. Et les Iraniens, ils sont capables de faire ça. Ils peuvent négocier avec Trump. Ils vont lui dire, d'accord, on ouvre le détroit d'Ormuz. On n'attaque plus les bases américaines, mais ne avec Israël. Et comme c'est un type, il est égoïste, il ne cherche que... Il peut lâcher Israël, malgré la puissance du lobby pro-israélien américain. Parce que c'est pas un type auquel vous pouvez faire confiance. C'est pas un type qui a la parole, qui a... non, c'est vraiment... Lui, ce qui l'importe, et d'ailleurs quand il fait ses discours s'adressent à sa base. Et il dit, nous avons, d'ailleurs il dit des choses incohérentes, nous avons vaincu militairement l'Iran, mais ils ne veulent pas finir la guerre. Comment, s'ils sont vaincus, comment ils continuent à faire la guerre? Il s'adresse à sa base, il leur ment. Il ment. Voyez-vous, donc, il cherche, il est coincé. Et il va demander à l'ONU d'intervenir pour une... D'ailleurs, il demande au Pakistan de faire de la médiation. Et il cherche, lui et Bin Netanyahou, ils veulent un cessez-le-feu et que l'Iran ne demande ni réparation, qu'elle ne demande pas la fermeture des bases américaines et elle ne demande pas le contrôle des détroits d'Ormuz. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de revenir à la situation d'avant le 28 février. Voyez-vous? C'est pour ça que je vous dis, le droit international, si vous n'êtes pas protégé par votre force, vous serez piétiné. Vous serez piétiné. Et je le rappelle encore, l'Algérie n'a pas eu son indépendance par le droit international. Vous savez, lorsque les diplomates du FLN ont battu la France coloniale à l'ONU, vous savez ce que De Gaulle a dit. Pourtant, De Gaulle n'est pas n'importe qui. C'est pas Trump. Il a dit ce machin en parlant de l'ONU. Mais 3 ans après, il a été obligé de négocier l'indépendance de l'Algérie. Pourquoi? Parce que il y avait de plus en plus de cercueils de soldats français qui rentraient dans la métropole. Et c'était un prix trop lourd. Donc c'est un rapport de force. Il faut réfléchir à cela. Et à la lumière de ce que j'ai dit, il faudrait peut-être soulever le problème du Sahara occidental. Professeur Aldi, j'ai envie de retourner à votre texte. Vous dites dans le texte que vous avez publié dans le Monde diplomatique que les États sont par essence expansionnistes pour justifier justement la nécessité qu'il y ait une autorité supérieure au-dessus des États. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est, selon vous, donc derrière la dynamique des conflits internationaux. Est-ce que c'est cet égoïsme des États ou est-ce que c'est des crises que traversent un certain nombre de puissances, comme ça a été le cas, par exemple, durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, donc avec les problèmes qu'a connus le capitalisme allemand, et c'est sans doute peut-être le cas aussi des États-Unis d'aujourd'hui. Ou est-ce que c'est comme vous le dites dans votre texte, si on n'a pas une autorité, si l'ONU demeure une autorité non contraignante, donc on aura toujours des États qui s'affranchissent de ce droit. Je peux vous garantir, non, c'est une excellente question, mais je peux vous garantir que malheureusement, et ça c'est pour, quand il explique très bien, c'est pour des raisons anthropologiques. À la base, la même motivation de l'individu, on la retrouve dans les États. L'individu est égoïste par nature et l'État aussi est égoïste par nature.
Alors, qu'est-ce qui freine les États à entrer en guerre? La première, et Elias, tout à l'heure, il a fait allusion à cela. Le premier frein à la guerre, ce sont les peuples. Les peuples ne veulent pas de guerre, à moins qu'ils soient agressés. S'ils sont agressés, ils sont prêts à aller en guerre, défendre leur pays. Mais le peuple américain ne veut pas de ces guerres. Il y a eu des centaines de milliers de manifestants aux États-Unis lors de la guerre du Vietnam. La plus grande manifestation contre la guerre en Irak s'est déroulée à San Francisco. Pourquoi les peuples ne veulent pas? Parce que ce sont comme vous dites, ce sont les peuples qui payent. Ce sont les enfants du peuple qui meurent. Et ce sont les impôts, leurs impôts qui augmentent pour financer les guerres. Mais les dirigeants, donc les États, ils ont tendance à l'expansion. Regardez, je suis désolé de le dire, mais nos voisins, les Marocains, s'ils pouvaient, et bon, ils ont pris le Sahara occidental, mais s'ils pouvaient modifier leurs frontières de l'Est et prendre une partie de l'Algérie, ils l'auraient fait. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, qu'ils sont gentils, non. Les Algériens aussi. Si les conditions étaient favorables, on aurait occupé la Tunisie, on en aurait fait 3 ou 4 wilayas. Mais c'est ainsi que c'est la jungle. C'est pour ça que, Anna, en tant qu'Algérien, j'aimerais que le régime algérien n'affaiblisse pas la société algérienne comme elle l'est aujourd'hui. Le régime algérien affaiblit la société. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre si on nous attaque comme le font les Iraniens avec courage. Voyez-vous? Mais le régime iranien, pourquoi il arrive à résister? Parce qu'il a mobilisé. D'abord, le régime, contrairement à ce que dit la presse occidentale. La presse occidentale est contre l'Iran parce qu'il s'oppose à Israël. Voilà, mais que l'Arabie Saoudite, qui est une plus grande théocratie. Il y a moins de liberté en Arabie Saoudite qu'en Iran. Il y a moins de liberté en Algérie qu'en Iran. Il y a moins de liberté en Égypte qu'en Iran. Les différents. En Iran, ils ont un parlement où il y a les représentants de la population. Vous savez que le seul pays musulman où dans le Parlement il y a 2 juifs iraniens, c'est l'Iran. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'Iran, je suis content d'être algérien et l'avenir appartient à la démocratie en Algérie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la presse occidentale déforme ce qui se passe en Iran. Ce que je veux dire, c'est que le régime iranien est ancré dans la société iranienne. Et il mobilise les compétences. Les compétences. Ce que ne fait pas malheureusement le régime marocain pour les Marocains ou le régime algérien ou le régime égyptien. Ce sont des régimes qui sont coupés de leur population, de leur société. Et donc nous sommes dans une situation internationale de jungle. On n'a pas on n'est pas attaqué, on est sous la menace de personne. Mais si on est attaqué, on n'a pas les moyens de nous défendre. Voyez-vous? C'est la jungle, c'est pas. Et ça, c'est permanent. Vous savez, je vous conseille de lire Thucydide. Thucydide, c'est un historien athénien du 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a écrit un livre sur les guerres du Péloponnèse. Je l'ai relu il y a 1 ou 2 mois. Voilà, vous avez l'impression, quand vous lisez le livre de Thucydide, avec Sparte qui fait la guerre à Athènes et les différentes îles, vous avez l'impression que c'est la même chose aujourd'hui avec les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays du tiers-monde. La guerre est inscrite dans notre anthropologie.
dans notre anthropologie. Mais, et c'est ce que Kant explique, même si inscrit dans notre anthropologie, nous avons quand même, nous sommes la nature où Dieu nous a dotés de la raison. Et donc, je ne fais pas la guerre à un pays voisin parce que le prix va être élevé. Et inversement. Voilà pourquoi il n'y a pas de guerre. Enfin, voilà pourquoi, par exemple, entre l'Algérie et le Maroc, il y a une paix froide, mais une paix. Parce qu'ils perdront beaucoup et nous perdrons beaucoup. En plus, que ce serait un drame, puisque c'est un même peuple. C'est un même peuple. Il n'y a pas de peuple algérien, de peuple marocain. Il y a le peuple nord-africain. Il n'y a pas de. Mais ce qui nous empêche de faire la guerre et ce qui les empêche de nous attaquer, c'est la dissuasion. Voyez-vous? Alors, je reviens à Kant, puisque vous m'avez posé la question. Quand il explique, il ne peut pas y avoir un État mondial. Il ne peut pas y avoir un seul État. Et comment il explique ça? Il explique par la diversité des religions et la diversité des langues. Il y a des milliers de langues dans l'espèce humaine. Vous vous imaginez un État qui gère des milliers de langues? Il peut y avoir un État avec 4 ou 5 langues, mais pas avec des milliers de langues. Donc il ne peut pas y avoir. La deuxième raison, c'est que pour qu'il y ait un État, un seul État mondial, il faudrait qu'il y ait un ennemi commun à toute l'humanité. Voyez-vous? Alors, si nous sommes attaqués par des Martiens, peut-être qu'il y aura un seul État mondial qui se mobilisera, qui mobilisera les ressources pour se protéger contre eux. Mais ça, c'est de la science-fiction. Voyez-vous? Et donc, il ne peut pas y avoir un seul État mondial, pour les raisons que Kant vient de donner, que je viens de rappeler. Yes. Moi, je ne suis pas philosophe, cher Adi, mais je m'intéresse à la philosophie. Nul n'est parfait. Moi aussi, je ne suis pas philosophe. Moi, j'ai lu la philosophie de Kant avec l'œil d'un sociologue. Avec ça. Voilà. Donc, en fait, je sais qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Moi, c'est un collègue qui me l'a bien expliqué parce que sa femme, elle est prof au lycée de philo. Il m'a dit qu'il y a deux visions qui s'affrontent dans le monde. On a la vision de Kant et la vision de Hobbes. Il me dit que la vision de Hobbes, elle dit que chaque État doit défendre ses intérêts et que toutes les puissances qu'on voit actuellement, les États-Unis, la Russie, les États-Unis de Trump, la Russie de Poutine, la Chine aussi, tous, on les met dans la version de Hobbes, c'est-à-dire que que la force prime le droit. Alors que Kant, finalement, Yipra, un grand philosophe, mais idéaliste, en fait. Donc, lui, au fait, c'est un homme de paix, mais ce qu'il propose, c'est insuffisant. Parce qu'il dit que, au fait, l'Europe, elle applique la version de Kant, c'est-à-dire qu'il y a une égalité des États qui composent cette Europe, que la version de Kant, c'est plus la coexistence pacifique. Mais ce qu'on voit actuellement, celui qui a la force, d'ailleurs, vous venez de le dire, celui qui a la puissance, c'est lui qui frappe. Est-ce que la version de Kant, est-ce que, je ne dis pas qu'elle est peu dépassée, je ne me permets pas, mais en tant que lecteur basique, est-ce qu'elle n'est pas un peu, pas obsolète, mais un peu inopérante dans un monde où le puissant est toujours le plus fort. D'ailleurs, De La Fontaine, qui dit, je ne sais pas qui a De La Fontaine, qui disait la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ça a toujours existé depuis. Est-ce que la version de Kant, elle est un peu. Non, vous avez raison de. Alors, mais je ne crois pas que Hobbes, dont vous parlez, et Kant s'opposent là-dessus. Hobbes, il dit l'homme est un loup pour l'homme. Mais pour que la cité ou l'État ou la société ne s'auto-détruit pas, nous sommes obligés de passer un contrat. Et c'est sur la base de ce contrat que se construit l'État.
Ça, c'est la philosophie politique de Hobbes en quelques mots, très schématiquement. Et donc, Kant, il ne dit pas que l'homme c'est un ange. Kant, il dit que l'homme est égoïste. Mais il est doué de raison. Et la raison pratique le pousse à trouver des compromis avec autrui. Et c'est la raison pratique qui met en place l'État. Donc, il n'y a pas d'opposition entre Kant et Hobbes, d'une part. D'autre part, non, Kant n'est pas idéaliste. Quand il dit, dans la mesure où on ne peut pas avoir un État mondial qui impose la loi et qui assure la sécurité et la paix mondiale, les différents États doivent signer des traités et ils doivent reconnaître les uns et les autres leurs intérêts mutuels. Et c'est Kant, et je l'ai dit dans l'introduction, qui est le précurseur de l'ONU. Donc il n'est pas idéaliste. Il reconnaît que l'homme est égoïste et que l'État sont belliqueux, mais pour ne pas s'autodétruire, il préconise un droit international. Il préconise le droit international. Et il va même plus loin, il préconise le droit cosmopolite, c'est-à-dire le droit des gens, c'est-à-dire des individus. Je peux être, parce que je suis un être humain, voilà ce qu'il dit de ce point de vue. Mais il dit qu'on ne peut pas, l'homme est égoïste, on ne peut pas mettre en œuvre cette. Puisque je suis un être humain, n'importe quelle partie de la Terre peut m'appartenir. Puisque je suis un être humain, j'appartiens à l'espèce humaine, je peux m'établir en Argentine ou là aux États-Unis ou là en France ou là au Nicaragua. La Terre appartient à l'humanité. C'est ça l'idée de base du cosmopolitisme de Kant. Maintenant, concernant les États, bon, le cosmopolitisme, il dit, c'est un horizon. Nous allons y arriver. Voyez-vous? En quelque sorte, nos Harraga, c'est des précurseurs du cosmopolitisme de Kant. Puisqu'ils disent, ben, je suis un être humain, j'ai le droit de m'établir en France ou en Angleterre. Là, je suis né en Algérie, je suis condamné à vivre en Algérie. Voyez-vous? C'est ça le cosmopolitisme. Voyez-vous? Et donc, entre États, Kant, il préconise des traités, et il a préconisé, c'est lui le précurseur de l'ONU. C'est lui. Il dit, c'est le rapport de force qui régule les relations entre les États. Mais il faudrait limiter ce rapport de la force par le droit international. Voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je crois avoir répondu à votre question. Absolument. Oui, professeur Addi, comment vous expliquez les doubles standards en matière de gestion de conflits, notamment, donc on peut le voir aujourd'hui dans la guerre contre l'Iran, une guerre qui a été déclenchée par Trump et Netanyahou sans avoir consulté l'ONU, sans avoir consulté leur allié habituel, les puissances européennes. Et pourtant, depuis le début du conflit, il y a plusieurs puissances, notamment européennes, les pays du Golfe, etc., qui s'activent donc à exiger de l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz, mais elles ne disent rien, elles restent silencieuses face à l'agression justement contre l'Iran, donc qui a été déclenchée, je le disais, par Trump et par Netanyahou. Quelle est votre explication sur ce double standard? Mais mon explication, c'est que les pays européens ou les pays occidentaux n'invoquent le droit international que lorsqu'ils les confortent dans leurs intérêts. Mais dès que le droit international les gêne, ils le piétinent. Les États-Unis, ils ont piétiné la Cour pénale internationale. Ils ont menacé les juges de la Cour pénale internationale. L'Europe, elle a fermé les yeux sur le génocide à Gaza. C'est une honte. C'est une honte.
Voyez-vous? Mhm. Et donc, c'est ce que le droit international, ils ne l'utilisent que lorsque ça sert leurs intérêts. Mais à partir du moment où l'autre protagoniste, il commence à montrer des forces, alors là, il y a des chances pour qu'il revienne à la raison et pour qu'il y ait respect du droit international. Mhm. Et les Européens, eh bien, si les Européens, après le génocide ou durant le génocide de Gaza, je dis l'Union européenne, Bruxelles, si elle avait fait pression sur Israël, les États-Unis auraient été plus isolés. Mhm. Et le génocide aurait peut-être été évité ou écourté. Mais il ne faut pas regarder ce qui se passe aujourd'hui en France. Mhm. En France, il y a un projet de loi. Plutôt pression sur la France insoumise et Rima Hassan. Il y a aujourd'hui un projet de loi. Il y a un projet de loi. Ouais, ouais. Si vous critiquez Israël, vous allez en prison. C'est pas de la folie. Donc, en France, vous pouvez critiquer la France, mais vous ne pouvez pas critiquer un pays étranger qui commet un génocide. Voyez-vous? Moi, j'avais écrit quelque part, d'où les Européens, ouais, jamais qu'ils ont des élites, c'est vrai, ils ont des élites cultivées, etc. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, ils deviennent stupides. Dès qu'il s'agit d'Israël, ils deviennent stupides. Alors c'est pour ça que le droit international dont vous parlez, ils ne le respectent que s'ils confortent leurs intérêts. Mhm. Mais là, l'Iran va imposer le respect du droit international. Et c'est ça ce qui est bien. Est-ce que, selon vous, justement, grâce à la résilience dont il fait preuve, est-ce que ça va un peu encourager un certain nombre d'États comme l'Algérie, par exemple, dont on dit qu'elle subit beaucoup les pressions des États-Unis, donc et pousser ces États-là à résister, comme le fait l'Iran, comme semble le faire Cuba aussi. Est-ce que c'est aussi quelque part la défaite de Trump aussi avec le gangstérisme dont il a fait preuve? L'Iran lui fait subir justement une défaite cuisante à ce niveau-là. Non, mais sur le plan diplomatique, l'Algérie a, je veux dire le régime, enfin, l'Algérie. Sur le plan diplomatique, sur le plan international, l'Algérie a disparu. Il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de doctrine diplomatique algérienne aujourd'hui. On l'avait dans les années 70. Aujourd'hui. Et pourquoi il n'y a pas de doctrine? Parce qu'il n'y a pas de projet. Le régime algérien n'a pas de projet. Il n'a pas de doctrine. Quel est le projet ou le but du régime algérien? C'est juste de survivre. Mais ça, c'est pas un projet. Il n'a pas le projet de rendre la nation plus forte. S'il avait un projet, comme l'ont les Iraniens, comme l'ont les Chinois, comme l'ont la Russie, et tous ces pays que je viens de citer ne sont pas des démocraties parlementaires et ce ne sont pas des démocraties électorales. Ce que je veux dire, c'est que même un régime autoritaire, il peut avoir un projet qui défende la nation. C'était le cas de Boumedienne. Le cas de Boumedienne, mais Boumedienne, comme il n'était pas cultivé, son projet, il y croyait, mais il était irréalisable. Il était irréalisable. L'État ne développe pas l'économie. C'est la société qui développe l'économie. L'État régule les contradictions dans le champ économique à travers, dans les intérêts contradictoires des couches sociales impliquées dans la création de la richesse. Mais l'État ne crée pas. C'est ce qu'ont compris les Chinois. À partir du moment où la Chine a compris cela, eh bien la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale, la deuxième puissance économique. Mais nous, les Algériens, je veux dire les dirigeants de Boumedienne à nos jours, on n'a pas compris cela. Au moins, Boumedienne avait un projet, c'est vrai qu'il était utopique, mais peut-être que si on lui avait expliqué à l'époque
ben là, qu'il aurait changé d'avis. Mais au moins, du temps de Boumediene, il y avait un projet. Moi, je me rappelle, j'étais étudiant, j'étais enthousiasmé. Lorsque j'avais soutenu ma thèse en France, il n'était pas question pour moi, et pourtant j'avais des possibilités de rester en France. Il n'était pas question pour moi de travail de rester en France. Je suis rentré en Algérie parce qu'il y avait un projet et je voulais participer. On était des milliers. Mais après, il y a plus. Le seul projet du régime algérien, c'est de se maintenir. Mais ça, c'est pas un projet. Et on se maintient en mettant en prison tous ceux qui disent respecter la Constitution, respecter votre Constitution. Hein? Et c'est un projet de nier la nationalité algérienne à des gens qui critiquent Tebboune. C'est quoi ça? Et je profite de l'occasion pour le dire. Mais le code de la nationalité algérienne, le code il dit bien que la nationalité algérienne est inaliénable. C'est-à-dire que même si je ne veux pas être algérien, je ne peux pas. Ça, c'est ce que dit le code. Oui, j'étais bon, et il m'enlève la nationalité. Ça va pas, non? Voyez-vous? Pourquoi toutes ces incohérences parce qu'il n'y a pas de doctrine. Vous avez remarqué que le régime algérien n'a pas d'élite. Le régime iranien, il a des élites. Ben Grina, c'est une élite en Algérie. Ben Grina. Voyez-vous? Donc, puisqu'on parle, je suis désolé, j'ai un peu dévié, mais concernant la politique étrangère, il n'y a pas de politique étrangère cohérente en Algérie. Yes. Je reviens au sujet, cher Hadi. Au fait, j'ai écouté un journaliste du Moyen-Orient qui était clair dans son analyse. Je cite ce qu'il disait, hein, qu'aucune puissance au monde, aucune force ne peut faire pression sur l'État d'Israël. Parce que le sionisme au tribunal de l'histoire, il a commencé par la survie, et il est en train d'atteindre le vertige de la puissance. Parce que les Européens sont tétanisés, une dette morale suite à l'Holocauste, les États-Unis, c'est quasiment dépendant des lobbies EPAC et compagnie. Même les guides spirituels de Trump sont complètement pro-Israël. Est-ce que, ma question, cher Hadi, est-ce que finalement, nous, on dit Israël, c'est le gouvernement d'extrême droite, c'est Ben Gvir, c'est le ministre de la Finance, Smotrich, c'est Netanyahou, mais est-ce que finalement, même ceux de l'opposition de gauche, hier Lapid, qui lui, il a fait une sortie en disant, lui aussi, il rêve du grand Israël. Est-ce que finalement, ce n'est pas ni une question de gauche, je parle de l'État d'Israël, hein, ni de la gauche israélienne, ni de la droite israélienne, de l'extrême droite israélienne. Finalement, c'est la doctrine israélienne qui veut tout prendre et qui veut s'accaparer au nom de la Bible et en tant que peuple élu. Non, je crois que vous avez... Je suis désolé de vous le dire. Vous avez cité un soi-disant intellectuel. Je ne crois pas que c'est un intellectuel, c'est un publiciste. Je sais pas, des Émirats ou du Qatar. Mais ça, c'est des gens qui acceptent, comme on dit chez nous, Israël, mais ça va changer. Dans 2 ou 3 ans, parce qu'ils ne peuvent pas le faire simultanément. Dans 2 ou 3 ans, ils vont tous demander le départ des bases américaines. Voyez-vous? Parce qu'ils pensaient que les bases américaines les protégeaient. Maintenant, les bases américaines ne les protègent pas. Ça, ils sont très pragmatiques. Ils veulent juste que le plus fort les protège. Est-ce qu'il n'y a pas un deal, monsieur Hadi, est-ce qu'il n'y a pas un deal saoudien et israélien pour contrer cette puissance émergente naturelle de l'Iran? Là, il n'y a pas de deal. Non. Alors, il y a énormément d'articles, y compris dans le Washington Post, dans le New York Times, je ne parle pas des journaux israéliens, qui disent que
ce sont les monarchies du Golfe et en premier l'Arabie Saoudite qui ont fait pression sur les Américains pour attaquer l'Iran. C'est faux. Je me base sur des déclarations officielles. Le jour où l'article que je cite du Washington Post est paru, le jour même, le ministère des Affaires étrangères saoudien a déclaré qu'on a tout fait pour demander à ce que les États-Unis n'attaquent pas l'Iran et on ne nous a pas écoutés. Donc je m'en tiens aux déclarations officielles. Les déclarations officielles, le MBS, quand il a été mis sous pression pour reconnaître Israël, donc d'accord, je reconnais Israël à la condition qu'Israël reconnaisse un État palestinien. Voyez-vous, il sait très bien. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, MBS? Je ne veux pas subir le sort de Sadat. Parce que la population de l'Arabie Saoudite, elle est pro-palestinienne. Comme toutes les populations du monde arabe. Alors vous allez me dire les Émirats arabes. Mais les Émirats, il y a 10 millions d'habitants, il y a 8 millions d'étrangers qui sont quasiment des esclaves. Ils ne sont pas citoyens, ils n'ont pas le droit à la parole. Et le Qatar, il est trop petit. Donc, si vous voulez, les opinions publiques des pays arabes, ils sont hostiles à Israël. Vous allez me dire que je vais trop loin. Israël n'a pas d'avenir dans le long terme. Israël n'a d'avenir dans le long terme que s'il se réconcilie avec les Palestiniens. Tant qu'ils ne se réconcilient pas avec les Palestiniens, ils n'ont pas d'avenir et je vais vous dire pourquoi. Lorsque l'Iran aura la bombe nucléaire, et l'Iran aura la bombe nucléaire, ils ont dit, quand cette guerre sera terminée, on ne veut plus négocier sur le nucléaire. Eh bien, lorsque l'Iran aura la bombe nucléaire, les Israéliens, comme ils n'appartiennent pas à ce pays, ils viennent d'Europe et d'Amérique, pour les 3/4, eh bien, beaucoup d'entre eux partiront. Pourquoi ils partiront? Ils ne voudront pas vivre dans un pays qui est H24 sous menace. Pourquoi Netanyahou, il fait tout pour que l'Iran n'ait pas une bombe nucléaire? Parce qu'il sait que l'Iran ne pourra jamais lancer une bombe nucléaire sur Israël. Oui, c'est la dissuasion. Parce que si l'Iran lance une bombe nucléaire sur Israël, il y aura 100, 200 bombes nucléaires de l'Occident sur l'Iran. Et les Iraniens, ils ne sont pas fous. Mais Netanyahou, il le sait, il a peur qu'il y ait une hémorragie démographique. Relisez mon article du Monde diplomatique, qu'est-ce que je dis dans la conclusion? Il y a 3 perspectives pour Israël. Soit un État binational. Quand je dis un État binational, c'est-à-dire juifs, musulmans, chrétiens, ils ont la même citoyenneté. Et ils peuvent s'arranger, par exemple, ils s'arrangent pour que le président soit musulman et le premier ministre juif, ça ils peuvent, comme le font les Libanais. Ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est un État palestinien à côté d'Israël. Et cet État palestinien à côté d'Israël, dans 10, 15, 20 ans, il va tout faire pour avoir une armée puissante et il fera la guerre à Israël. Et ça, les Israéliens, ils le savent. Le troisième scénario, il y aura une fuite démographique. Et l'État d'Israël s'écroulera. Voyez-vous, c'est un État… Vous savez bien, M. Haddi, s'il y a la création d'un État palestinien, même les Palestiniens le savent. Et au fait, la condition sine qua non de la création d'un État palestinien, un État militarisé. Non, écoutez. En 1930, il y a eu le centenaire de l'Algérie coloniale. Et 24 ans après, il y a eu la guerre de libération. Là, il faut pas… Ça, c'est l'histoire. Chauffe. L'Iran peut perdre une guerre. Et l'Iran existera. Mais si Israël perd une guerre, elle n'existera plus. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils sont enragés. Oui. C'est pour ça qu'ils killent le maximum. Pourquoi ils killent le maximum? Parce qu'ils ont peur et ils veulent faire peur
aux adversaires potentiels. Absolument. C'est pour ça. C'est un État fragile. Et Israël ne peut pas soutenir une guerre de 2 mois, 3 mois ou de 4 mois. C'est pas possible. Absolument. C'est un État fragile. La seule solution, si j'ai un conseil, enfin, si j'ai un conseil, je ne sais pas pourquoi je donne un conseil, la seule solution, c'est qu'ils s'entendent avec les Palestiniens. Et je vais terminer par ces mots. J'ai entendu dire à la télévision aux États-Unis, la veuve de Yitzhak Rabin dire « Oh mon Dieu, nous les Juifs, nous avons donné les plus grands intellectuels, les plus grands savants à l'humanité et nous avons les hommes politiques les plus idiots. » Ouais. Ça, c'est Madame veuve Yitzhak Rabin. Les hommes politiques israéliens, ils sont à court de vie, ils ne voient pas, ils ne voient pas. Comme d'ailleurs chez nous, les pieds noirs. Les pieds noirs, si les pieds noirs étaient entrés dans le FNL, si on a eu des colonels qui s'appelaient Maurice et Pierre, etc., ils ne seraient pas partis. Et l'Algérie serait un pays où il y aurait la diversité. Ben, c'est des Algériens. Parce qu'ils ont combattu. Ben, c'est le scénario. C'est le scénario sud-africain. Donc Israël a 2 scénarios. Soit le scénario de l'Algérie, la valise, le cercueil, soit le scénario sud-africain. Et ils peuvent vivre avec les Palestiniens dans la dignité, dans l'égalité. Mais ils ne veulent pas. Oui. Arab, s'il te plaît, juste, si tu permets, cher Arab, j'aimerais bien tu nous expliques parce que je l'ai entendu, cher monsieur Hadi, il disait que c'est une bonne chose pour le Polisario et pour le Sahara occidental, et c'est une bonne chose pour une raison très simple, c'est que peut-être la pression va descendre et du coup… C'est ma question précédente, justement. Non, vas-y, Lies, vas-y. Vas-y, tu la développes, s'il te plaît. Peut-être. Non, c'est la question que j'ai posée j'ai cité l'Algérie, mais ça peut être aussi d'autres États qui sont menacés. On peut penser à Cuba, même si Cuba, c'est plus petit, c'est à quelques kilomètres des côtes états-uniennes. Ce que je voulais dire tout à l'heure, justement, il y a des pressions. On a obligé le régime en Algérie à s'asseoir dans des négociations sur la question du Sahara occidental. Mais là, on voit qu'il y a des difficultés pour Trump de concrétiser, d'atteindre ses objectifs dans la guerre contre l'Iran. Est-ce que ce n'est pas justement un frein? Et puis, Lies le dit si bien, est-ce que ça peut encourager le Polisario, par exemple, soutenu par l'Algérie, mais le Polisario, en tant que représentant du peuple sahraoui, à choisir la voie de résister alors qu'on disait il y a quelques semaines, les carottes sont cuites pour le Polisario et la question du Sahara occidental. Sauf, il faudrait refaire une émission sur le Sahara occidental, mais en quelques mots. Vous savez, et ça c'est un fait historique, avant sa mort, Boumediene, je crois qu'il avait pris conscience de l'impasse dans laquelle il avait mis les relations entre l'Algérie et le Maroc. Il voulait négocier il voulait résoudre cette question. Il voulait la résoudre, et ce qui est dommage chez nous, c'est qu'on ne peut pas, il n'y a pas un débat sur le Sahara occidental. Il n'y a pas un débat. Il faut écouter ce que les gens en privé disent en Algérie. Et même au Maroc. Il n'y a pas un débat. Et comme je vous l'ai dit, les Sahraouis ne vont pas avoir l'indépendance par le droit international. Ils étaient 100 000. Ils étaient 100 000 en 1975. Ils sont aujourd'hui 500 000. Ils n'ont pas les ressources démographiques pour s'opposer à l'occupation de leur territoire. Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, ce n'est pas le droit international qui va leur donner l'indépendance. Il y a une autre raison. Et là, ça va peut-être susciter énormément de commentaires. Sauf, il n'y a ni peuple sahraoui, il n'y a ni peuple marocain, ni peuple algérien, ni peuple tunisien.
il y a un seul peuple dans toute l'Afrique du Nord. Et ce sont les élites, nos élites, ont été incapables de nous doter d'un État qui va de la Mauritanie à la Tunisie. Ou le peuple sahraoui ou le peuple algérien. Quand on parle du peuple allemand et du peuple français, ce sont deux peuples différents. Le peuple algérien n'est pas différent du peuple marocain. Et le peuple sahraoui n'est pas différent du peuple mauritanien et inversement. C'est un seul peuple. Nous avons besoin d'un seul État. C'est tout. Et je regrette qu'il n'y a pas de débat libre en Algérie sur ça. Parce que la majorité des Algériens, ils pensent ça. Lorsque le premier parti nationaliste a été créé à Paris par des émigrés, ils l'ont appelé l'Étoile nord-africaine. Le projet de nos arrière-grands-pères, c'était de libérer le Maghreb et créer un État maghrébin. On va se diviser. Donc, il faut être réaliste. Et Boumediene, pourquoi il avait créé ce problème? Boumediene, ce n'était pas pour les Sahraouis. Boumediene, il voulait la chute de la monarchie marocaine. Il avait fait un faux calcul. Il pensait qu'avec la résistance des Sahraouis, la gauche marocaine et une partie de la population marocaine va soutenir les Sahraouis et la monarchie tomberait. La monarchie tomberait. Il a fait un faux calcul. Il a obtenu l'effet inverse. Il a renforcé la monarchie. La monarchie avait subi 2 coups d'État en 70 et en 73. 2 coups d'État. Et après, Hassan II avait compris, il avait compris, et donc les Marocains, par nationalisme, ils se sont soudés autour de la monarchie. Vous comprenez? La question du Sahara ne peut pas être extraite de la problématique du Maghreb. Et je le répète, il n'y a ni peuple sahraoui, ni peuple marocain, ni peuple algérien. Il y a un peuple espagnol et un peuple français, ils sont différents. Mais les Algériens, les Sahraouis, les Marocains, les Tunisiens, c'est des Berbères, des musulmans, des sunnites, rites malikites. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est utopique. Les prochaines générations, peut-être, elles vont construire un État central au Maghreb. Là, on ne fait pas une fédération d'États. Là, on ne fait pas une fédération d'États. Hein? Là, on ne fait pas comme l'Union européenne. Un Marocain, il a son Kéna, et il peut s'installer, il peut se marier, il peut travailler, et inversement. Là, on ne fait pas ça. C'est parce que les élites sont myopes. Les élites, non. C'est parce qu'il n'y a pas de projet. Et même au Maroc, là, la monarchie n'a pas de projet. La monarchie, le seul projet, c'est de survivre. Et le régime algérien, c'est de survivre. On n'a pas de projet. Soyez sérieux. Lies, peut-être pour la dernière question. On avait convenu 1 heure, oui, on a dépassé. C'est bon, enfin, j'ai pas vraiment de questions proprement dites, mais sinon, si c'est la dernière, enfin, pour moi, je voulais poser la dernière question, mais juste une toute petite question. Comment comment voyez-vous le développement de la doctrine de la diplomatie internationale algérienne en fonction de cette reconfiguration de carte? Parce que là, elle était vraiment, elle a subi des échecs cuisants, mais on voit ces derniers temps, elle essaye de se remettre. Est-ce que vraiment le Mabed à Kimangolo les a enterrés? Maintenant, c'est une question d'intérêt finalement. Est-ce que l'Algérie, enfin le pouvoir algérien ou les autorités algériennes deviennent beaucoup plus pragmatiques qu'avant? Est-ce que c'est une bonne chose, pas bonne chose? C'est ça. Non, comme j'ai dit, il n'y a pas de doctrine de politique étrangère en Algérie parce qu'il n'y a pas de doctrine. Le régime n'a pas de doctrine. Et moi, je trouve honteux. Voilà, en tant que citoyen algérien, j'ai été blessé. Et je vais vous dire, l'écrasante majorité des Algériens ont été blessés par la position du ministre des Affaires étrangères, Attaf, quand il a condamné les soi-disant attaques de l'Iran contre les pays arabes. Mais l'Iran n'a pas attaqué les pays arabes. L'Iran a attaqué des bases américaines d'où partaient des attaques contre l'Iran.
et ne pas attaquer les pays arabes. Et c'est honteux ce qu'a dit le ministre algérien. C'est honteux, oui. On ne devrait pas soutenir l'Iran, mais on devrait rappeler aux pays arabes, ils ne vous ont pas attaqué. L'Iran s'est défendu. C'est un principe. Et puis, nous, Algériens, si on se mettait sous la domination américaine, on va perdre. On va perdre. Non, il faut garder la diplomatie de nos aînés, le non-alignement et le refus de l'impérialisme américain et de l'impérialisme occidental. Le refus. Et avoir des relations plus solides avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, avec l'Afrique du Sud, avec le Brésil. Pourquoi on n'a pas été admis dans le BRIC? On n'a pas été admis dans les BRIC parce que, premièrement, on n'a pas de projet économique national, d'accord, comme on n'a pas de doctrine nationale, et notre voix ne compte pas. Vous ne voulez pas un partenariat solide ou un traité d'amitié avec la France pour mettre fin au passé et mettre cette. Et puis, c'est un début de réconciliation. Comme vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Il faudrait des relations solides, mais dans le respect des intérêts mutuels avec la France et avec le Maroc. Écoutez, les deux seuls pays qui sont nos voisins géographiques et historiques, c'est la France et le Maroc. Et ce régime, il a rompu avec les deux seuls pays avec qui on est en contact, géographiquement et historiquement. Ouais. Nous avons intérêt à avoir des relations économiques, sociales, mais vous savez, les relations entre la société française et la société algérienne, ces relations sont plus denses que les relations entre l'État algérien et l'État français. Il y a des dizaines de milliers de Français d'origine algérienne. Les avions toute l'année entre l'Algérie et la France sont complets. Nous avons besoin de la France sur le plan économique. Nous avons besoin de la langue française dans le respect de la langue arabe et de la langue berbère pour nous développer. Mais on a tout faux. Enfin, le régime algérien a tout faux. Il a tout faux. Il affaiblit la société. La lutte contre la langue française. Mais la langue française, c'est un butin de guerre, comme l'a dit Khatib Yassine. C'est à travers la langue française que nous construirons notre modernité. Ce n'est pas une critique de la langue arabe. La langue arabe, c'est une très belle langue. C'est notre langue, avec la langue berbère. Mais la langue arabe, la culture qu'elle véhicule, c'est une culture médiévale. Et donc, nous avons besoin du français pour moderniser notre culture, qui est arabo-berbère. Oui, vous voulez qu'elle a, je ne veux pas de langue française. Mais tu ne veux pas de langue française, il ne faut pas aussi les voitures, les Peugeot, les Renault, les Mercedes, etc. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de projet. Et le régime a étouffé les universités. Le régime n'a donné aucune autonomie aux universités. Vous comprenez? Mais je suis en France parce que je n'avais pas une autonomie. Le régime ne donne pas une autonomie aux intellectuels. Il ne donne pas une autonomie au pouvoir intellectuel. Il ne donne pas une autonomie au pouvoir syndical. Il ne donne pas une autonomie au pouvoir économique. Le pouvoir exécutif veut tout contrôler. Et c'est comme ça que vous tuez une société. Le résultat des courses, des milliers de cadres algériens sont à l'étranger. Et ceux qui sont là-bas, ils cherchent à partir. Non, il faut que le régime réfléchisse. Et c'est pour ça que le Hirak a été
une occasion en or pour la hiérarchie militaire pour réarticuler l'État à la société. Ils l'ont raté. Ils l'ont raté. Ils sont en train d'emprisonner, de mettre en prison tous ceux qui critiquent Tebboune et critiquent ce qu'ils sont en train de faire. Je suis désolé, mais le Hirak n'était ni contre l'armée, ni contre l'État. Au contraire, le Hirak voulait renforcer l'État et renforcer l'armée. Renforcer l'armée parce que l'armée est indispensable. L'armée est indispensable. Sans armée, la Tunisie est Algérie, ou le Mali est Algérie. Donc l'armée, personne n'est contre l'armée en Algérie. Oui, bien sûr. Mais la majorité des Algériens, ils ne veulent pas que le président et les députés et les maires soient désignés par des militaires. C'est tout. Ce qui est la modernité. Merci beaucoup, professeur Addi. C'est toujours. Je vous remercie. And take care. Au plaisir. Donc, juste un rappel pour ceux qui nous regardent, il y a 2 émissions demain. La première, donc, c'est Lies Djebaili. De quoi il sera question, Lies, demain? Alors, demain, j'aurai l'honneur d'animer une émission sur le projet, enfin, l'héritage de Zarwal, de l'ami Zarwal Rabbi Yarhamou. Donc, on aura les invités, un journaliste, analyste politique, Hassan Mouali et mon ami Idir Nouren qui ont la tâche de nous éclairer un peu sur l'héritage ou l'héritage politique de Yamin Zarwal. Voilà, donc c'est à 19h, heure d'Algérie, 20h, heure de France, et tout de suite après, donc à 20h30, heure d'Algérie. Donc il y a une émission hommage à Zoher Aberkan, le journaliste qui nous a quittés il y a 2 ans, journaliste sentinelle du Hirak. Donc il y aura plusieurs personnes qui viendront témoigner, parler du souvenir de Zoher Aberkan. Donc c'est pour demain. Merci encore, professeur.